Bienvenue à toutes et à tous. On a 1 heure et demie à passer ensemble. Le thème ce soir, c'est retour sur le CES 2022. Nous sommes donc accueillis par l'IGNES, Anne-Sophie Périssin, qui va faire l'introduction de cette conférence. Et puis à mes côtés, vous avez David Minga, que je présenterai tout à l'heure, mais un historique du CES, on peut dire, et Bruno Vulcano, le chairman de l'Alliance Mater du CSA. Voilà. Et puis en ligne, nous avons Jean-Pierre Corniou, que je salue. Bonsoir Jean-Pierre, qui également interviendra, Jean-Pierre, donc en fin de session, puisqu'on va démarrer par les intervenants qui sont ici avec nous en présentiel. Donc la manière dont va se dérouler cette conférence, c'est vous avez à votre disposition, pour celles et ceux qui sont en ligne, un chat. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous avons prévu un temps à la fin de cette séquence de table ronde pour tenter d'y répondre au mieux. Donc je vous invite au long de la session de poser des questions, de bien entendu laisser vos micros coupés, et puis pour celles et ceux qui sont dans la salle, d'éteindre vos téléphones. Voilà, et donc je vais laisser la place à Anne-Sophie. Bonsoir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la fois en distanciel et en présentiel pour ce débriefing CES co-organisé donc par IGNES et la SBA. Je dirais que le début d'année a ses traditions, les vœux, mais pour notre filière, le Consumer Electronics Show de Las Vegas fait bien sûr partie des traditions et le débriefing au sein de notre filière en fait également partie. En tant qu'alliance des industriels, des solutions électriques et numériques du bâtiment, c'est pour nous et plus largement pour notre filière du smart home, du smart building, des smart territoires, un événement incontournable. Un vrai événement aussi de temps d'identification finalement des tendances et des tendances qui nous alimenteront certainement sur le marché demain. On peut noter donc sur cette édition 2022 du CES finalement un retour en présentiel puisque l'édition 2021 avait été en 100% digital avec une édition, je dirais, toujours marquée par le contexte sanitaire et qui effectivement avait quand même moins de participants et moins d'exposants, mais ça vous nous le direz mieux que moi puisque je n'y étais pas, donc je ne pourrais pas vous rapporter ma présence. Par contre, il y a un endroit où j'étais il y a 2 ans. C'était en janvier 2020 et j'aimerais bien revenir sur ce petit flashback puisque nous étions pour beaucoup dans cette salle pour une matinale du Smart Home dédiée effectivement au retour du CES de l'édition 2020. Et j'avais posé une question en début de séance pour animer, pour vérifier que tout le monde était à peu près réveillé quand même aussi, qui était donc un vote à main levée sur une question qui était l'édition 2020 est-elle une édition avec des innovations disruptives ou finalement des innovations en continuité du CES? Et à l'époque, la salle entière avait levé la main en faveur d'une édition avec des innovations en continuité du CES, sauf une personne. Cette personne, c'était l'un des intervenants, et c'était Emmanuel Ballandras, directeur développement partenariat et relations extérieures de Legrand, qui nous dit « Moi, je vote en faveur d'une édition pour une innovation disruptive ». Quel motif à ce choix? L'annonce de l'entrée des GAFAM dans ce qui s'appelait alors l'Alliance Zigbee, avec un projet commun, faire communiquer entre eux tous les objets connectés de la maison. 2 ans plus tard, nous sommes ici, avec quoi comme sujet principal Mater, au cœur des moments forts du CES 2022. Donc effectivement, je pense qu'à l'époque, il a eu raison de nous dire qu'on avait, dans cette édition 2020, eu une innovation disruptive. Un sujet sur lequel on va bien sûr revenir largement ce soir, mais avec aussi pas mal d'autres avancées, je crois, en termes de mobilité ou d'innovation responsable. Alain, la parole est à toi. Merci Anne-Sophie, on y reviendra bien entendu sur Mater qui était un des temps forts de ce CES 2022. Mais je voudrais tout d'abord poser une première question à David. Le CES cette année, c'est un CES de transition. Il y avait à peu près la moitié des exposants de la saison avant le Covid, un quart des visiteurs. Le CES, c'est traditionnellement un temps très très fort pour l'industrie, pour se rencontrer, pour faire le point ensemble, pour marquer les innovations, faire du networking.
2 ans après cette crise sanitaire, que reste-t-il de nos amours au CES? Quel est l'état de la situation globalement? Est-ce que cette dynamique va perdurer? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi qui fais le CES depuis maintenant presque 20 ans, voire plus de 20 ans, tous les ans? Oui, depuis 2003 à peu près. Hein. Presque 20 ans. Presque 20 ans, oui. C'est vrai que je m'approche des 20 ans. Ce n'est pas, tu as raison, c'était un CES où il y avait la moitié moins d'entreprises, un quart des visiteurs, hein, donc etc. Mais on pourrait dire que c'est un demi-CES. Non, ce n'est pas un demi-CES, c'est un CES fondamental qui va structurer toute la décennie. Je vous le dis tout de suite. Donc, mais je peux le démontrer très facilement. Hein. Et il a été accéléré, vous avez compris, par la crise sanitaire, bien sûr, qui a été le détonateur. Qu'est-ce qu'a annoncé la crise sanitaire? Il faut revenir au CES 2021, cette fois-ci. Alors, les transparents, s'il vous plaît, hein, que je puisse appuyer mon raisonnement là-dessus. Donc, ce CES 2021 vous disait, tout le monde est confiné. Et donc, le service... Alors, c'est pas ça, hein, au début, s'il vous plaît. Tout le monde est confiné chez soi et le service vient chez moi. Donc dans la maison, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé tout un univers. On a créé le cinéma dans la maison, on a créé la salle de sport dans la maison, l'école dans la maison, l'entreprise dans la maison. Et on a même créé des salles, alors des pièces particulières. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des pièces peloton aux États-Unis. Hein? Peloton. Peloton. Peloton, c'est une boîte américaine. Qui connaît Peloton dans la salle? Une seule personne. 35 milliards, ça vaut. Non mais je suis de sûr que sur le web, ils sont plus forts. J'espère que le web, etc. Alors, ils ont quelques petits problèmes de croissance actuellement. On dit qu'ils vont être achetés par Apple. Hein. Donc Peloton, c'est un vélo d'appartement, hein, connecté, avec des services. On se demande à quoi ça sert, etc. Et donc, vous avez compris, c'est la salle où aussi on travaille. Parce que là aussi, on ne pouvait pas se déplacer. Donc, ils faisaient du vélo d'appartement, avec les confinements, les lockdowns, les anglo-saxons. Donc, c'est le as a service a triomphé. Hein, le SAS, tout as a service. Et qu'est-ce que vous dit le CES 2022? Alors, après, s'il vous plaît, hein, le CES 2022, il vous dit l'innovation est toujours là et elle est mondiale. C'est toujours le creuset de l'innovation mondiale. Alors là, vous avez quelques éléments. Hein. Vous voyez, au Mexique, hein, bon, c'est une sorte de bandeau pour mieux dormir, hein, parce que le CES parle toujours à l'individu de ses problèmes. Hein. Il a des problèmes de santé, vous voyez, avec le lockdown, là, il peut pas dormir. Hein. Vous avez aussi une boîte de Colombie, je crois que c'est en Colombie, via BTA, ils font de la smart home. Vous avez une boîte hollandaise, Nowi. Nowi, c'est de l'énergie harvesting. Ça, c'est important. Hein, parce que ça veut dire plus besoin d'avoir des piles. Hein, parce qu'on a beaucoup parlé, on vous parle d'éco-conception, d'écologie, c'était une tendance du CES. Hein. D'ailleurs, rappelez-vous, le patron dans la keynote de Samsung, il a présenté une télécommande. Et sa télécommande, cette année, quelle était la nouveauté? C'était, l'année dernière, elle fonctionnait au solaire. Hein. Cette année, elle transforme l'énergie électromagnétique, des ondes électromagnétiques, en fait, le Wi-Fi de votre routeur, hein, en énergie. Hein. Donc, vous voyez, alors, on continue la petite visite. Nuara, Bud Max, ce sont les oreillettes. C'est un marché gigantesque, quelques milliards. Hein, vous avez tous vu les oreillettes. Et tout récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais les oreillettes, le conseiller d'Attali, là, enfin, plutôt de Macron, il est dans une start-up où justement on parle d'oreillettes et couplées à des encéphalogrammes dans l'oreillette. Donc si je résume... Et après, vous avez regardé en Russie, hein, Evocargo, c'est une sorte de camion autonome, hein, qui fonctionne sur les ports et aéroports. Parce qu'on a beaucoup parlé de logistique. Parce que ce CES, et en bas, vous avez une voiture, la VinFast. Qui connaissait VinFast? Le vietnamien, le constructeur vietnamien. Je laisserai Jean-Pierre en parler, hein, oui. De tout ça. Mais c'était pour vous donner un peu un panorama du monde et de la... les Français ne se rendent pas compte de l'innovation qui jaillit, hein, du monde entier. Et cette innovation, quels étaient les problèmes du CES qui devait régler? C'est un CES où on a réglé des problèmes. Alors, la suite, s'il vous plaît. Et ces problèmes, les deux gagnants du CES, c'est la Corée du Sud et Amazon.
Bon, on va laisser là en teasing si tu veux bien. Oui, Tout à l'heure, pourquoi c'est les deux gagnants? je vous expliquerai pourquoi je peux vous expliquer pourquoi c'est les deux gagnants. Je voudrais faire du teasing. Tu as le droit. Hein. Donc, mais au moins, voilà une affirmation. C'est une affirmation. Voilà. On note. Hein, on y reviendra voilà. Et je peux vous le démontrer sans problème. De gagnant. Ce que je retiens, c'est que bien que c'était un CES en demi-jauge, c'était pas un CES en demi-jauge en termes d'innovation et d'impact. Au contraire. Un CES qui va marquer un tournant. Hein. Un tournant, je le dis tout de suite, en robotique, en automation, ça va changer complètement la face du monde que vous connaissez. Bon, on va arrêter là. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Voilà. Donc tu fais des affirmations fortes. Oui, il faut les démontrer tout à l'heure. J'ai l'habitude à l'Ignace de faire des affirmations fortes. Un autre fait marquant de ce CES 2022, ça a été la récompense de l'Innovation Award pour Matter. Alors Matter, c'est une longue histoire. J'aimerais que Bruno nous conte cette histoire et nous explique pourquoi c'est important, Matter, et en quoi cela va marquer un tournant décisif pour notre industrie. Je vais essayer de mettre autant de passion que mon ami. Je crois que vous avez également quelques supports. Il y a quelques slides là. Ouais, on peut peut-être présenter quelques slides. Donc déjà, je me présente. Je suis Bruno Vulcano. Donc je suis effectivement donc le chairman de CSA, la Connectivity Standard Alliance, dans lequel Matter est une des technologies. Je dis bien une des technologies parce que c'est important. Et je suis mon travail principal, c'est quand même responsable de recherche et développement chez Legrand. Voilà. Donc je suis chairman de cette organisation depuis 2 ans maintenant. Et effectivement, nous appelons cette organisation CSA, Connectivity Standard Alliance, mais en fait, on a changé de nom cette année, en 2021, enfin l'année dernière, en 2021, on s'appelait précédemment Zigbee Alliance. Et dans la mesure où la Zigbee Alliance était focalisée sur une seule technologie qui est Zigbee, et qui a battu des records en 2020, battu des records en 2021 en termes de nombre de produits certifiés. Et je tiens à donner quelques mots sur Zigbee aussi, parce que c'est la raison d'être de Matter, quand même, en partie. Aujourd'hui, il y a les 2/3 des produits qui ont été certifiés en 2020 et en 2021 viennent de l'Europe. Voilà. Ce sont des produits de fabricants européens. Et beaucoup de Français. Voilà. Donc, c'est une technologie qui commence à être connue par le grand public. Et effectivement, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, nous avons eu des réunions avec Google, mais avec Apple, qui ne faisaient pas encore partie de cette organisation. Et le but était de discuter ensemble pour dire, nous avons deux options. C'est soit nous travaillons ensemble pour faire en sorte que, une fois pour toutes, ce marché ils sont effectivement assez focalisés smart home, que ce marché du smart home explose, et nous travaillons ensemble. Ou alors on continue à lutter les uns contre les autres. Donc la forte valeur qu'a menée Zigbee Alliance à ce moment-là, c'était la couche applicative de Zigbee, qui était le résultat de 20 ans. Hein. Zigbee existe depuis 2002. Donc depuis 20 ans, les industriels comme les leaders européens, hein, et on en fait partie depuis très longtemps, Schneider Electric, Somfy, Legrand, de nombreux adhérents d'Ignes aussi. Alors je suis moins expert dans Ignes, je suis désolé Anne-Sophie. Voilà, donc on est tous là, il a dit voilà, ça c'est votre valeur, parce que vous avez réussi à travailler ensemble pour faire en sorte de définir quelque chose qui interopère, pas que les Européens. Hein. C'est une organisation qui est mondiale en fait. Et effectivement, aujourd'hui, elle est souvent vue comme étant US-centrique, comme on dit, mais le trésorier est français, le président est français, et beaucoup de membres du board sont européens. Voilà. Et donc, la décision a été prise de collaborer. Donc, Apple et Google ont rejoint Zigbee Alliance. Après, les press releases ont été faites d'une certaine façon. Ça, c'était fin d'année 2019. Et depuis le début d'année 2020, quelque part, nous avons en moyenne, c'est une estimation qui a été faite là récemment, un équivalent de 200 personnes temps plein qui travaillent depuis 2 ans, mais 200 ingénieurs, et qui viennent de 150 compagnies différentes. Effectivement, beaucoup viennent d'Apple et Google et d'Amazon, mais pas que, loin de là. Et du coup, ce travail-là, il est extraordinaire parce que c'est sans aucune commune mesure, c'est sans précédent dans le monde de l'industrie.
Et le but étant de rendre disponible cette technologie basée sur un mégatrend qui est la convergence vers l'IP, tout simplement, parce que c'est quelque part la technologie qui permet l'interopérabilité la plus facilement réalisable, on va dire. Pardon. Et quelque part, tu voulais mettre des slides? Ouais, il y avait une slide, si vous pouvez la projeter, qui, pour celles et ceux qui ne seraient pas aussi familiers que Bruno. Les slides suivantes. C'était encore après, qui montrait voilà, celle-ci. Voilà. Celle-ci, voilà. Donc, c'est effectivement l'objectif. Donc, en fait, si nous nous focalisons sur Matter, le but, c'est de dire, voilà, il y a une technologie qui existe depuis très longtemps, c'est la technologie IP, il n'y a rien à démontrer cette technologie, elle permet très facilement de découvrir les objets et de les rendre interopérables. Mais par contre, pour qu'ils soient interopérables, encore faut-il qu'ils parlent la même langue. Voilà, c'est-à-dire que quand j'appuie sur un bouton pour éclairer une lumière, si je lui parle en anglais et qu'en face c'est un chinois, s'il comprend pas la langue, il y a rien qui va se passer, même si c'est sur l'IP. En deux mots, voilà, c'est ça l'objectif de Matter, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose de commun. Un traducteur universel pour les objets. Une langue universelle, c'est pas un traducteur, c'est une langue universelle qui reprend les fondamentaux, ce qu'on appelle la Zigbee Cluster Library, c'est le langage de Zigbee qui a été adapté au monde on va dire de l'IP et qui inclut toutes les notions liées à la cybersécurité. C'est pas qu'une langue, c'est pas qu'un langage, c'est également tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place au niveau de l'état de l'art pour garantir que non seulement les produits interopèrent, mais que les produits sont sécures et sur la partie, en nous concernant RGPD, et sur la partie limitation au maximum des risques de cybersécurité, d'attaque cybersécurité. C'est ce qui a été reconnu. Et ce qui a été reconnu, c'est ce travail, cette collaboration, qui est une innovation en fait. Cette collaboration avec toutes ces entreprises, c'est une innovation. Et en particulier de faire travailler Apple et Google et Amazon qui avaient plutôt tendance à travailler chacun de leur côté. Chapeau. Voilà. Pas simple. Voilà. En deux mots, en 3 minutes, 5 minutes, ce qui est Matter. Et donc, du coup, ce qui a été effectivement sur la slide d'après, je crois qu'il y a l'Innovation Award qui a été livré par le CES. Voilà, c'est quelque part, effectivement. Alors, personnellement, je n'étais pas au CES, mais les échos que j'ai eus, les échos que nous avons eus en tant que CSA, c'était dire, bon, ben, ça parle Matter un peu de partout parce que c'est ce qui va arriver en 2022. Effectivement. Alors ça, c'est l'avis du promoteur et l'avis de l'observateur. Alors, David, Matter, est-ce que c'est vraiment important si, alors, la question, c'est what matters. What matters. C'est ça la bonne question. Et je pense que oui, c'est très important. Et pourquoi ce qui est important, c'est savoir pourquoi c'est arrivé maintenant et pourquoi les GAFA se sont unis pour faire gagner ça, pour faire gagner Matter. Tu vas nous expliquer. La réponse est très simple. C'est-à-dire que avant, rappelez-vous, il y avait AllJoyn avant, il y avait OCF, il y avait Dot, il y avait plusieurs qui ont essayé. Ils ont tous échoué. Hein, la différence à avant, pourquoi c'est que Amazon et Google et Apple, qu'est-ce qui les réunit? Ils ont tous un objet d'interaction dans la maison. Ils ont un assistant vocal. Hein, et comme on l'a dit, quand on parle un langage, je veux allumer la lampe de ma cuisine. Hein, comment on traduit ça concrètement? Hein, il faut avoir une intelligence spatiale, savoir une sorte de expliquer où est la cuisine, savoir que dans la cuisine il y a une lampe, hein, et repérer la lampe. Donc ça veut dire qu'il faut structurer l'information. Hein, et ça, c'est ce qu'apporte aussi. Alors, il y a aussi HomeKit qui apporte aussi quelque chose. Hein, c'est le Matter, on va dire, c'est le meilleur, entre guillemets, le meilleur de HomeKit. Voilà. De Google Home. C'est ça. D'Amazon Echo. La synthèse. Et de Zigbee. Voilà. Et de Zigbee qui est le meilleur de toutes les entreprises qui ont travaillé dans Zigbee. Hein, quelque part. Donc voilà, c'est l'addition de toutes ces savoir-faire. En termes de cybersécurité, on peut s'appeler qui on veut. Chez Ignes, on est, je pense, un peu moins bien performant sur la cybersécurité et définir et embarquer tout ça qu'un Apple, un Google, un Amazon. Tout en étant libre et pas lié avec les Américains. Il y a plein de croyances derrière ça. Et c'est pas du tout l'état d'esprit qu'il y a aujourd'hui au sein même de CSA à travers les différentes technologies qui sont travaillées dans CSA. Donc ça, Matter, c'est la promesse, c'est la fondation aussi. Ouais. Et concrètement, ça va se traduire dans des offres produits à quelle échéance? Comment
comment on va le voir concrètement arriver sur nos produits dans nos maisons. Je laisse parler l'expert qui a vu quelque chose au CES et puis moi j'aurai la parole officielle peut-être. Alors, je n'oserais pas parce que les spécifications, je parle sous le contrôle du CSA, c'est pas la commission là, l'audiovisuel. Je parle sous le contrôle. Les spécifications devraient arriver d'ici l'été à peu près, si j'ai bien compris. Donc, pour l'instant, c'était marqué Matter Ready. C'est prêt à Matter, un prêt à Matter. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi on est sûr que ça va fonctionner? Parce que la nouveauté cette année, c'est que les Chinois ont dit on rentre dans Matter. Alors, quand je dis les Chinois, je pense à Tuya Smart et son armée de gens qui travaillent. Parce que Tuya Smart, il travaille pour plein de gens. C'est qui Tuya Smart? Tuya Smart, c'est un acteur chinois qui propose, qui vous dit voilà, vous voulez faire un projet Alexa, vous voulez faire un produit Google Home, pas de problème, je peux vous le faire. C'est un OM, ça. Voilà, c'est un OM, il travaille pour plein de. Et il a aussi sa propre marque de produits. Et aussi, vous avez Xiaomi. Qui commence à être connu en Europe, c'est un des BATX, le Baidu, vous savez, avec sa gamme Aquara, qui s'est lancée. Quels sont les éléments aussi qui me laissent penser qu'il s'est passé quelque chose? Les fondeurs. Parce que au départ, il faut le microcontrôleur, les puces. La Nordic, NXP, Texas Instruments, ils ont tous mis Matter, etc. Même Silicon Labs commence à dire Matter. Silicon Labs, c'est Monsieur Z-Wave, faut pas oublier. C'est aussi surtout Monsieur Zigbee. Monsieur Zigbee aussi. En fait, ils ont tous, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on fait des tri protocoles. Zigbee, Wi-Fi et Bluetooth Low Power. Parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'en fait, c'est le triomphe de l'installateur avec un smartphone ou une tablette. Qu'est-ce que vous dit? Qu'est-ce que vous dit Matter? Matter vous dit le commissioning, c'est-à-dire comment on met en service, il se fait avec Bluetooth Low Power. C'est ça qu'il vous dit. C'est-à-dire, vous avez le smartphone pour le faire. Bon. Il vous dit, après, vous avez la sécurité. Mais la sécurité, c'est un standard. C'est AES 128. C'est un standard classique. Il vous dit aussi, je gère la confidentialité. Très important, parce que on parle beaucoup de dire, tout ce qui se dit dans la maison doit rester dans la maison, si possible. Ça, c'est ce que promet pas Alexa ni Google Home. Il vous dit, ça, c'est, ils vous promettent pas. Ce que j'en retiens, c'est que tu es convaincu que c'est vraiment. Alors, je suis convaincu aussi pourquoi. C'est qu'il y a des gens. Alors, un autre argument important, c'est qu'il y a des traîtres chez Z-Wave qui commencent à arriver. C'est-à-dire, je vous donne deux exemples très concrets. Sync. Je sais pas si vous connaissez. Qui connaît Sync? Sync de LG. Non. Sync, ex-General Electric Lightning. Vous connaissez General Electric Lighting, c'était un des grands de l'éclairage. Et là, l'éclairage, c'est très important à Ignes. Il a dit, moi, commence à faire des produits Matter. Schlage, le spécialiste des serrures connectées, fait des produits Matter. Et plus fort que ça, je parlais d'Amazon. Amazon a proposé Frustration Free. C'est son système pour faciliter, justement, la mise en service d'objets Matter. Et Amazon est au cœur du système. Et vous avez aussi, plus fort que ça, Matter sera dans l'OS. C'est-à-dire que dans iOS et je vous ai dit que c'est le triomphe du smartphone. Et quels sont les OS? Vous avez iOS et vous avez Android. On est tous d'accord. Qu'est-ce que vous avez dans iOS? Vous avez, à partir de iOS 14, là je parle aux gens, vous avez Maison. Et bien Maison, il est HomeKit. Il vous permettra de facilement récupérer vos objets HomeKit. Mais après, juste après, par une modification logicielle, une mise à jour. Et là, ce qui est important, c'est que les mises à jour dans Matter sont sécurisées, comme dans les voitures. C'est ça qu'il y a. Ils ont pensé à ça. Vous allez pouvoir, par un coup de baguette magique, transformer tout ça en Matter. Et donc, vous allez pouvoir, sur l'OS, directement voir tous vos objets Matter. Et pareil sur Android, d'ici peu. Pas dans cette version actuelle, mais dans la version d'après. On peut embaucher David comme promoteur de Matter. Là, il fait bon évangéliste, comme diraient les Américains. Le job. Voilà. Je sais pas si je fais le job, mais en tout cas, je vous donne mes raisons. Ouais. Alors, Bruno. Oui, alors Tuya fait partie du board de CSA, comme d'autres sociétés chinoises. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien réparti, un tiers. Les Européens, pour revenir un peu plus proche de chez nous, là. Côté, c'est nos industriels, les membres d'Ignes, par exemple. Côté européen, il y a, je veux pas en oublier, mais ce qui vient tout de suite à l'esprit, on peut passer à Signify, donc Philips, mais Signify, Somfy, Legrand, Schneider, Legrand, pardon, si je faut être poli. Je vais nommer Legrand dernier. Et puis
Puis il y a 25, de toute façon, nous sommes 24 boards, donc je veux pas en oublier, mais les côté France, je dirais, Donc, si tout dans les membres de CSA, nous avons quasiment tous les Français qui font de la maison connectée quelque part. Tout le monde est présent. Donc on peut s'attendre peut-être, si tout se passe bien, à CES 2023, à avoir des produits. EDF est membre de CSA, oui. Alors EDF, qu'est-ce que vous faites sur Matter alors? Dis-nous. Je vais annoncer quand même au public, je spécifier qu'on travaille évidemment sur un profil Matter Linky. Ah, quand même. C'est un scoop alors. En tout cas, et que ceux qui sont intéressés viennent me voir. Au moins, vous voyez, on est dans le concret. Hein. D'accord. Alors, Bueno. C'est juste. Après, effectivement, que ceux qui sont intéressés, en fait, le fonctionnement de CSA, c'est poussé par les membres, déjà. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire, moi, ça m'intéresse, pour que le travail soit fait. Il faut non seulement dire, moi, ça m'intéresse, d'autres, ça intéresse, et que les ingénieurs viennent pour faire les specs, pour faire le programme de certification, et pour faire les implémentations pour valider que tout ça fonctionne. D'accord. Donc c'est les ingénieurs de Matter qui... Non, c'est pas les ingénieurs de Matter, c'est les ingénieurs des membres, des sociétés membres qui sont présents et qui font le travail. D'accord. CSA est une organisation à but non lucratif, comme une association 1901, si je le caricature comme ça, avec une équipe de professionnels, d'une vingtaine de personnes, donc une vingtaine d'employés, comme Ignes, je dirais, et autour de cette organisation, c'est poussé par les membres. Donc, Matter sans les membres ne sort pas. C'est pas un choix de quelqu'un dans CSA ou dans donc il faut être présent. Donc, voilà. Donc au niveau de Matter, le calendrier aujourd'hui que nous avons, c'est qu'effectivement très vite nous allons avoir des produits sur le marché, puisque comme je viens de le préciser, il y a d'un côté la spécification, l'implémentation et le programme de certification, et tout se fait en parallèle. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous sommes au test event numéro 7. Nous allons faire le test event numéro 8. Il y a 53 compagnies qui participent à ces test events, chacun avec un produit. D'accord. Donc, le mode de fonctionnement dans Zigbee Alliance ou dans CSA aujourd'hui, une compagnie qui fait partie de celles qui sont depuis le début dans les test events, elle implémente au fur et à mesure, elle certifie, on va dire, elle vérifie que tout est interopérable et que tout fonctionne correctement. Et dès que nous sommes à la fin du dernier test event, c'est le 8, donc on est au 7, le 8 il va avoir lieu là dans quelques jours, les programmes de certification se mettent à jour, les notions de propriété intellectuelle se règlent, et quelque part, dès le mois de juin, les laboratoires, les tierces parties donc qui vont pratiquer la certification, vont pouvoir le faire. Et les 53 premières compagnies auront les 53 premiers disponibles sur le marché. Cet été, on peut imaginer... Cet été, septembre, les premiers produits vont sortir. D'accord. Voilà. Mais Matter n'est pas, par exemple, donc comme je le disais tout à l'heure, ça prend le meilleur de tout un tas de technologies existantes, mais la couche applicative, c'est celle de Zigbee. Il n'y a pas tout de Zigbee dans Matter aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on a. Le Matter 1.0 sort. Ça va pas remplacer du jour au lendemain tout ce qui existe, et ça va surtout ne pas rendre obsolète tout ce qui est déjà sur le marché. En aucun cas. En aucun cas. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qu'on ne parle pas. Il n'y a pas de communication particulière qui est faite au niveau de ces activités, au niveau de CSA. Et il y a tout un travail de réalisation de bridge et de gateway pour permettre à tous les fabricants qui sont déjà présents sur le marché avec des produits Zigbee depuis des années de rassurer leurs clients en disant vous pouvez continuer à investir. Parce que de toute façon, Matter, c'est pas encore sur le marché. Voilà, déjà, c'est un premier point. Mais vous pouvez continuer à investir et ne vous inquiétez pas, vos produits vont continuer à fonctionner puisque Matter est basé sur l'IP. Matter est basé pour fonctionner sur le Wi-Fi et ou sur le Thread dans un premier temps et avec le Bluetooth pour faire la configuration. Donc, dans votre maison, dans votre installation, vous aurez les objets qui nativement vont vous faire le lien entre votre gateway que vous avez déjà aujourd'hui pour piloter vos produits Zigbee. Elle est elle-même connectée à l'IP. Donc, les systèmes vont se découvrir, les systèmes vont interopérer évidemment. Des mises à jour logicielles vont devoir se faire, mais comme le font et le proposent tous les fabricants, digne de ce nom, on vend tous des objets aujourd'hui qui se mettent à jour. Voilà, d'un point de vue logiciel. Donc tout ça va se gérer, on va dire, dans le monde en silence, mais on ne va pas rendre incompatibles tous les objets qui sont connectés aujourd'hui dans la maison. Vous disiez que vous faites maintenant des objets qui se mettent à jour automatiquement. Automatiquement ou
au desiderata de l'utilisateur. C'est quand même lui qui décide à la fin. Il y a personne qui est poussé. Soumis à un contrat de maintenance évolutive, bien entendu, etc. Mais c'est techniquement possible et envisageable. J'en profite pour dire que c'est un critère dans R2S version 2, la mise à jour des objets, parce que c'est très important pour la cybersécurité. Voilà. Page de publicité pour R2S. Mais ce que terminé. Si je peux me permettre, donc Emmanuel est dans la salle, mais nous avons fait déjà de nombreuses réunions entre SBA et CSA, et nous avons une liaison entre qui lie l'organisation SBA et Zigbee Alliance à l'époque, mais maintenant CSA, pour collaborer, discuter, échanger et faire des choses en commun. Et nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Alors pas ces 2 dernières années malheureusement, mais on va continuer à le faire. Il y a quelques années en tout cas. Donc juste pour conclure et pour passer repasser la parole à David, donc on peut s'attendre à un raz-de-marée Matter au CES 2023 au travers des produits qui seront lancés sur le marché à cette époque-là. C'est quelque chose on peut. Ils seront annoncés. À minima, ils seront annoncés. Des produits ont été annoncés en 2022. Il y a déjà des choses qui existent, Matter Ready, un peu comme le Wi-Fi Ready, souvent. Des vrais Matter, là, qu'on peut toucher, qu'on peut mettre dans sa maison, dans son bâtiment. Oui, mais il y a 53 sociétés qui sont en train de construire 53, alors peut-être plusieurs fois le même produit, mais 53 références de produits vont sortir assez rapidement. Très bien. Bon, peut-être même un peu plus. Ce qui est important, quand même, qu'on a oublié, c'est que Matter est open source. Parce que ça, c'est important. Et bien, une licence, je sais pas si c'est la page 2, je sais pas, pas la truc, mais en tout cas, Matter est open source. Fred a une stack open source, OpenFred, qui est de Google. Donc, vous avez une stack complète. Alors, Thread. Thread. En fait, c'est la continuation de Sixlopan. C'est de l'IPv6 sur l'I3E 802.15.4. Je ferme la parenthèse du jargonnage. Le jargonnage, mais c'est IP. Alors, David, si tu veux bien. Bon, Matter, on a compris, c'était un point important. C'est une alliance forte. Un point quand même, c'est open source. C'est ce qu'il vient de dire. Toutefois, je vais pas dire mais toutefois, pour porter le logo Matter, il faut être certifié. D'accord. C'est-à-dire que la garantie qui est donnée à aux clients finaux, c'est que out of the box, ça marche. D'accord. Sans avoir besoin de connexion à Internet, etc. Mais ça veut dire que toutes les specs, tout est open source. Et pour avoir il faut passer devant, devant un jury qui va vous dire, OK, le produit, il est effectivement conforme. Et là, vous avez le droit de porter le logo et il va y avoir une police, entre guillemets, bien plus forte pour garantir effectivement que le produit, il a le droit de porter ce logo parce qu'il a été certifié. Très bien. Voilà. Ok, je voudrais qu'on élargisse, qu'on rezoome arrière, et je t'avais promis, et donc tu as fait un teasing en début en disant il y a 2 choses importantes au CES 2022, les Coréens et Samsung. Non, c'était ça? Non. Les Coréens et Amazon. Et Amazon, pardon, voilà, tu vois. Donc alors, pourquoi Amazon, pourquoi les Coréens? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Coréens, ils étaient présents. Alors LG n'était pas beaucoup présent, c'est surtout Samsung qui a beaucoup parlé. Qu'est-ce que nous dit Samsung par rapport à l'électronique grand public? Il a surtout mis en avant le style de vie, le lifestyle. L'électronique rencontre le lifestyle. Tout ce qui est la configuration. Est-ce que vous pouvez mettre mes transparents, s'il vous plaît, sur la partie après, s'il vous plaît, pas les robots, après les robots, s'il vous plaît. Après, et vos cargos, après, voilà les usages. Bon, donc l'écosystème, ça on le voit. La suite, s'il vous plaît. Bon, le solaire, ça on a vu beaucoup de solaire, tout ce qui concerne l'énergie comme un usage fort de la smart home, un driver, la suite. Les batteries dans la smart home, la résilience qui commence à rentrer. Donc, vous voyez bien qu'on peut gérer son énergie, la gestion de l'énergie, la suite. Les chargeurs bidirectionnels, donc ça c'est la voiture électrique, la problématique de la voiture électrique, le V2H, le véhicule to home, ça je laisserai notre ami en parler, la suite, mais ça lance des trucs, et le hub qui en résulte, parce que le point de charge peut devenir un hub domotique, un hub d'énergie. Voilà, la suite. Et Samsung, c'est lui qui a eu un discours assez complet sur, je dirais, tout son écosystème. Il a beaucoup parlé d'écologie, d'éco-conception. Il a beaucoup parlé d'énergie harvesting. Il a parlé, par exemple, comment la sobriété énergétique, parce que un des problèmes que l'on a, vous savez tous, ce sont les appareils en veille. Et oui, ça consomme les appareils en veille. Et dans l'année, ça coûte.
avec le prix d'énergie maintenant, hein, je peux vous dire que là, on s'en rend compte. Hein. Donc là, il a dit zéro énergie. Hein, voilà. La suite. Comment dire, les poubelles là. Vous avez tous vu que les poubelles de l'électronique grand public, elles finissent à Dakar, hein, chez dans les pays du tiers-monde. Hein. Donc, il faut réutiliser. Hein, je veux dire, l'économie bleue de Gunther Pauli. Hein, c'est comment faire du déchet une richesse. Hein. Et ils ont travaillé, par exemple, je vais vous dire, à Patagonia. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Patagonia, pour traiter les plastiques dans les machines à laver. Parce que c'est des microplastiques, et ça c'est des saloperies, c'est pas bon pour la santé les microplastiques, tout le monde le sait. Hein, c'est un CES qui est très orienté vers l'individu, vers ses problèmes, sa santé. Le CES, ça traite des problèmes de l'individu. C'est pas un salon professionnel, uniquement professionnel. C'est B2B2C. C'est même avant tout B2B2C. B2B2C. Hein. L'historique du CES. C'est un historique audio-vidéo. Alors la suite, s'il vous plaît. Donc Samsung avait un discours. L'atmosphère Watt, l'énergie harvesting, hein, je vous ai dit, les télécommandes, la suite. Les objets intelligents sobres en énergie, parce que c'est bien beau de vous dire, là par exemple, vous avez une caméra à droite qui est capable de repérer les individus, de faire de la reconnaissance faciale, mais qui est autonome en énergie. Donc vous n'utilisez pas d'énergie additionnelle pour mettre l'intelligence dans la maison. C'est ça que ça veut dire. Parce que un des écueils qu'on vous dit, à vous installateurs, c'est que tous vos systèmes, ça consomme de l'énergie en sus. Voilà. Et donc à côté, Sentiente. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les chips maintenant, les NPU, les Neural Processing Unit, les processeurs IA embarqués qui commencent à arriver, maintenant sont sobres en énergie. Vous voyez? Sobre en carbone. Voilà. Et bientôt sobres en carbone, puisqu'ils sont prêts en carbone. Voilà, en nanotube de carbone. La suite. Et donc, on a parlé d'ESG, hein, Environmental Social Governance, qui est le thème fondamental. Là, c'est le mot que vous entendrez tout le temps, maintenant, dans les entreprises. ESG. Retenez, Anne-Sophie a dit oui. Hein, donc, vous voyez, hein, donc on en a beaucoup parlé. Et la maison au cœur du système. La suite. On va en parler encore un peu. La suite. Et Matter, on a parlé. La suite. C'est combien de slides là? Non. On va parler surtout. Je pense que ça c'est important parce que on a beaucoup parlé de Matter, mais il y avait des objets qui étaient pas. On en a discuté. C'est un concurrent alors. Alors non. Je laisse Bruno en parler parce que je crois que c'est important Deux mots alors sur HTA versus sur HTA. CSA. Bah, je pense que c'est Youno, je reconnais pas, mais je crois que c'est Monsieur Youno. Et donc. Alors moi je peux pas vous dire. Donc HCA, Home Connectivity Alliance. Ouais. En fait, ça a été effectivement mis en avant parce que il a été considéré que ce qu'on appelle les white goods, mais l'équipement électroménager, on va dire, etc., n'est pas forcément aujourd'hui quelque chose dans lequel il y a eu beaucoup de standards qui ont été rédigés pour l'interopérabilité de ces objets lorsqu'ils sont connectés. Effectivement, quand on coupe un four, c'est pas avec un relais 220 volts qu'on va le couper tout simplement. Donc il y a beaucoup plus à faire, surtout que les fours deviennent de plus en plus, on va dire, intelligents, justement pour limiter les consommations. On fait pas n'importe quoi avec un four. Et donc HCA et puis CSA, nous discutons. Voilà. Mais l'idée c'est de vérifier comment l'un et l'autre pouvons apporter comment apporter une complémentarité. Aujourd'hui, la notion de HCA, c'est de dire beaucoup de fabricants d'électroménagers, on va dire, ont leur propre solution connectée qui est propriétaire, donc il n'est pas interopérable, donc le client ne s'y retrouve pas. Et l'idée, c'est de rassembler ces gens entre eux et de trouver un biais pour créer une interopérabilité via soit du edge. Je vais rester simple. Soit localement dans la maison à travers des API qui permettent d'interopérer, soit aller directement sur le cloud pour faire des traductions. Mais nous discutons. Voilà. Très bien. Je peux pas en dire plus, mais c'est pas compétiteur. Ouais, pour terminer, parce que je voudrais passer la parole à Jean-Pierre. Pour donner la parole à Jean-Pierre, justement, l'autre grand acteur qui a triomphé, c'est Hyundai. Hein, chez les Coréens, donc qui a introduit le concept de métamobilité. Hein, et en fait, Hyundai, je sais pas si vous connaissez, le fabricant automobile, hein, qui au CES proposait beaucoup de voitures à hydrogène.
Hein. C'est lui qui a racheté Boston Robotics. Vous voyez les robots là, les robots clébards là, Spot. Hein. Et il nous a fait cette métamobilité, c'est en fait rejouer ce que vous avez vu dans le film Avatar. C'est-à-dire la possibilité de contrôler à distance des objets, enfin, il y a des robots, de ressentir ce qu'ils ressentent et d'agir dans le monde à distance. Vous voyez? Bon, Et Amazon, parce qu'il faut que je parle aussi d'Amazon, parce que je vous ai dit que les Coréens avaient triomphé. Amazon, c'est un peu comme Apple, il est présent partout et nulle part. C'est-à-dire, il n'est pas dans le show, mais il est présent partout. Dans la Smart Home, c'est Ring, vous le connaissez tous, hein, et il est présent dans Matter, parce que c'est lui qui fait Frustration Free, hein, qui est un système qui facilite, qu'il a mis en open source pour faciliter. Alors, dites-vous bien une chose, quand Amazon fait de l'open source, c'est miraculeux, parce que ils en fait quasiment jamais. Hein. Ça veut dire qu'il va en profiter. Hein, il y a un effet de levier qui recherche. Donc il va faciliter en fait le fait d'installer des objets Matter. Hein. Et aussi, il était présent aussi dans la voiture. Hein, il a un partenaire qui s'appelle Panasonic. Donc ça, Jean-Pierre en parlera. On va passer la parole à Jean-Pierre. Et je voulais dire à ceux qui ont posé beaucoup de questions sur Matter, je vous propose qu'on les garde pour la fin. Oui. Comme on avait dit, les questions à la fin, mais continuez à poser vos questions. On les a bien notées sur le chat. Et donc, si la régie pouvait ouvrir le micro de Jean-Pierre Cornu. Donc, Jean-Pierre Cornu qui est donc associé chez SIA Partners, un grand connaisseur des technologies aussi, qui a été président du SIGREF, directeur des systèmes d'information du groupe Renault, CEO d'une ESN, enfin j'en oublie, Jean-Pierre, pardon, une longue carrière, une longue connaissance des technologies et surtout un observateur très très avisé de tout ce qui tourne autour de la mobilité pour en avoir été au cœur d'un des groupes, un des acteurs. Et donc Jean-Pierre, votre regard particulier, même si vous pouvez parler de tout le reste, mais en particulier sur la dimension mobilité, qui est aussi une des grandes thématiques, il faut pas l'oublier, du CES depuis fort longtemps d'ailleurs. Oui. Alors je ne sais pas si on peut entendre Jean-Pierre. Oui, absolument. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez là? C'est bon? C'est bon. Très bien. Bon, mais écoutez, moi je suis ravi de participer à cette restitution. Je pense qu'on a une mission collective, une mission pédagogique, qui est d'expliquer à tous nos interlocuteurs, clients, personnels, fournisseurs, parties prenantes, que les nouvelles technologies, ce n'est que pour les gens qui ne les utilisent pas. Nous sommes de plein pied dans un monde où la technologie fait partie de la vie quotidienne. Elle fait partie de la vie quotidienne, et ce depuis longtemps, puisque le grand basculement a eu lieu en 1993, avec le développement du web sur les couches de l'Internet. Et ce développement du web a été amplifié par une décision qui a été prise par le président Clinton. Je le rappelle parce que c'est quelque chose d'essentiel, d'ouvrir le GPL, qui est un système propriétaire américain, à des usages civils, ce qui est maintenant la règle du système européen Galileo. Géolocalisation électronique distribuée, plus le smartphone en 2007, et vous avez tout ce qu'il faut pour faire le monde dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est ce monde? C'est un monde d'interconnexion, d'interopérabilité entre usages et de continuité entre les différents composants du macrosystème, qui peut être un bâtiment, une ville, un pays, une communauté comme l'Union européenne. Nous sommes donc entrés dans un changement civilisationnel, que certains appellent l'anthropocène, mais qui fait que le maillon entre tous les humains, c'est l'information qu'ils échangent sous forme numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire sous forme numérique? C'est-à-dire qu'on a un langage commun, et l'intelligence de l'Internet et du web a été, dès le début, dès les années 70, de construire une interopérabilité par une sémantique. Et cette sphère d'interopérabilité s'étend à tous les usages. Et qu'est-ce qu'on voit au CES depuis des années? Moi, j'y vais également depuis le début des années 2000. On voit que cette pièce, dont le script a été écrit il y a maintenant une trentaine d'années,
eh ben, cette pièce se joue. Elle se joue partout, dans tous les acteurs, dans tous les secteurs, dans tous les pays, avec, il faut le reconnaître, deux grands leaders qui sont les États-Unis et la Chine. L'Union européenne a été jusqu'alors un peu suiveuse. Alors, de quoi parle-t-on en matière de mobilité? Eh bien, exactement de la même chose. Vous avez tous compris qu'une voiture, aujourd'hui, c'est un ordinateur sur roue. Simplement. Le prix de revient industriel d'un véhicule, maintenant, c'est 40% d'électronique embarquée. Électronique plus logiciel. Pourquoi faire? Deux choses. Pour réguler la motorisation, ça avait commencé très timidement avec ce qui a été à l'origine du grand scandale du Dieselgate, mais c'est l'instrumentation des émissions et le réglage du moteur par de l'électronique. Également, plus ancien, l'ABS, la régulation du freinage. Et on a aujourd'hui un véhicule qui s'achemine doucement vers l'autonomie en passant étape par étape, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, où il y a encore un conducteur en charge, et le niveau 5, qui est l'objectif final, où il n'y a pas de conducteur, où il n'y a pas de volant et il n'y a pas de pédale. Et donc, on est dans ce lent processus qui va progressivement nous amener à bénéficier en matière de mobilité de l'ensemble des services dont nous bénéficions maintenant grâce aux composants électroniques et au cloud computing qui apportent tous les jours des services auxquels maintenant nous sommes complètement habitués. C'est pour ça que pour beaucoup d'ignorants qui vont au CES, on ne voit pas les innovations. Et parce que les innovations, elles sont partout. Les innovations, c'est l'amplification de la sphère du numérique et l'hybridation de la vie matérielle des humains avec des objets électroniques qui nous rendent service et qui nous permettent de comprendre le monde, d'agir sur le monde et de l'améliorer. Et effectivement, pourquoi on peut dire qu'on va l'améliorer? Alors, tous les acteurs de l'automobile rappellent que chaque année, la conduite automobile humaine échoue, puisque nous avons 1,35 million de morts sur les routes de la planète, ce qui est considérable, et que cet échec est dû à l'ignorance et à l'incompétence des humains. Mais ce qui est vrai dans la conduite automobile, et qui est un phénomène sociologique auquel on s'est un peu malheureusement habitué, un peu trop, n'est plus vrai dans le monde industriel, n'est plus vrai dans le monde de l'aéronautique, dans le monde des chemins de fer, tout simplement parce qu'on a confié les missions à haute sécurité à des automates. Et les automates, ils font mieux le job que nous. Alors, il faut admettre que c'est une chance exceptionnelle et que ce n'est pas du tout, comme on l'entend encore, un risque. C'est une opportunité formidable de confier à l'homme ce qui sait mieux le faire, c'est mieux faire, c'est-à-dire l'utilisation de son cerveau, c'est passer à la logique du cerveau d'œuvre et d'abandonner ce qui a été pendant des millénaires le fardeau de l'humanité, l'utilisation du muscle pour faire un certain nombre d'actions, le monde de la main-d'œuvre. Et tout ceci est cohérent. Si on va mettre un cerveau d'œuvre dans une voiture, eh ben c'est pour faire moins de bêtises que peut faire un humain qui va, le kéké qui va actionner son volant, accélérer, freiner et de façon non réfléchie. Alors, qu'est-ce qui est en train de se produire? Il ne m'entend pas. Juste une question, Jean-Pierre. Oui, je t'entends. Puisque le cerveau d'œuvre est libéré dans ce véhicule autonome, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps libéré? Pardon, le temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau disponible. Je n'ai pas compris la question, mais je t'entends. Bon, ma connexion Internet est instable, mais c'est pas vrai. La question, c'est... Oui, vas-y, alors ta question, renouvelle. Ma question, c'est... Je m'entends. Voilà. Ma question, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de cerveau disponible dans le véhicule, puisque le véhicule reprend ses fonctions ancillaires, qu'il fait bien mieux que nous, donc ça nous libère du temps pendant les trajets. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Eh bien, je rappelle que des gens comme Montaigne ou Erasme écrivaient sur leur cheval. Ils s'étaient fait installer des tablettes sur lesquelles ils pouvaient écrire. Conduire est une tâche totalement inutile. Il faut l'admettre, ça peut paraître choquant, parce qu'il y a des gens qui adorent faire ça. Ils adoraient d'ailleurs utiliser un espèce de levier et un embrayage. Et d'ailleurs, l'apprentissage de la conduite, c'était l'apprentissage de la boîte mécanique. Parce que pendant qu'on s'occupait en temps de cerveau disponible, on ne s'occupait pas de la compréhension de ce qu'est la conduite automobile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans des voitures de plus en plus sophistiquées? Premièrement, on va mieux les utiliser. L'objectif numéro 1, je vous le rappelle, c'est net carbone en 2050. Et d'ailleurs, le CES nous le répète tout le temps, sustainability, carbon zero, et c'est le mot d'ordre de tous les acteurs du CES. Et il y a un truc que je n'entends pas dans cette campagne électorale stupide, c'est carbone zéro. Ah, on peut dire musulman zéro, mais là, c'est de la connerie pure. Ce qui compte, c'est carbone zéro, parce que ça, c'est un objectif pour l'ensemble de l'humanité. Comment on y parvient par l'automobile? Petit 1, on utilise moins sa voiture individuelle, parce qu'on peut planifier ses déplacements par l'utilisation d'une intelligence dans les réseaux et surtout de l'interopérabilité des réseaux. On peut commencer à pied, prendre un vélo, prendre le métro, aller récupérer une voiture en mode partagé, faire du blablacar sur longue distance et choisir en permanence en fonction de l'optimisation du temps de parcours et aussi de la réduction de l'émission de carbone. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième chose, c'est qu'on va utiliser des voitures mutualisées. Il n'y a pas 50 manières de réduire les émissions de carbone. Il n'y en a qu'une. C'est de mettre moins de véhicules en autosolisme sur les routes, donc avoir une intelligence qui va nous permettre de remplir chacune des voitures avec un maximum d'humains à l'intérieur, mais aussi un maximum de fret, puisque le problème de la mobilité, ce n'est pas simplement les personnes, mais c'est aussi les produits. Et GM, qui, pour la deuxième année consécutive avec sa présidente Marie Barra, a fait une très remarquable présentation, explique que la mobilité, c'est trouver un optimum dans l'utilisation des atomes et des électrons. Et donc, on est dans une société hybride où on va commander un produit sur Internet, chez Amazon ou un autre, ou Alibaba, et on va se faire livrer de façon optimisée en mutualisant l'ensemble des chemins de parcours jusqu'au destinataire final pour réduire l'empreinte carbone et réduire la congestion des routes. Vous savez, et Marie Barra l'a dit de façon très, très intéressante, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer des voitures avec beaucoup de batteries et qui vont être carbone free dans leur utilisation si on continue à transporter 80 kg d'humains dans un véhicule qui fait 1,6 tonne. C'est irrationnel. Et cette logique d'irrationalité, aujourd'hui, on peut la comprendre parce qu'on mesure et parce qu'on est capable d'optimiser. Donc, on va optimiser tout. Mais on va optimiser non pas pour emmerder les citoyens, on va optimiser pour créer du bien commun. Et ce bien commun, c'est quand même la rationalisation de l'usage de la route. Je rappelle qu'il y a 1 million de kilomètres de route en France. Ça coûte extrêmement cher à maintenir. C'est un capital commun et qu'on ne va pas refaire facilement et qui est gratuit. Parce qu'on dit que dans ce pays, on n'a rien. On a 1 million de kilomètres de route que chacun peut utiliser, y compris pour manifester. Et on a donc un patrimoine qu'il faut gérer avec intelligence. Alors, qu'est-ce que va faire la voiture de demain? La voiture de demain, elle va être électrique. 100% des véhicules vont être électriques à la fin du siècle, mais vraisemblablement en 2050, on aura un parc mondial de
700 à 800 millions de véhicules électriques. C'est extrêmement important. C'est une rupture. Il y aura 30 millions de véhicules électriques en France. Ça fait 80 TWh d'électricité. D'où l'intérêt de construire des capacités. On aura par ailleurs un choix qui va se faire entre le véhicule électrique à batterie, dont l'autonomie s'accroît considérablement. On aura couramment en 2025 de l'ordre de 600 km d'autonomie pour un prix équivalent à une voiture à moteur thermique actuelle. Donc ça, c'est acquis, hein, c'est dans les roadmaps de tous les acteurs. On aura également le choix avec des véhicules électriques à hydrogène, parce que c'est une solution qui est intéressante, et notamment pour les fortes puissances et pour les véhicules de flotte. On pense aux poids lourds, on pense aux véhicules de livraison et des flottes de taxis, comme on a à Paris avec Hype, qui est assez remarquable. Et tout ceci va nous permettre, parce que ce sera évidemment tracé de bout en bout, d'optimiser les infrastructures, mais aussi d'optimiser les consommations de matières premières. Et c'est ça la sustainability. Avoir une vision globale d'un monde où on consomme moins de ressources, en tout, parce qu'on optimise. Et pour améliorer la qualité des choix offerts aux citoyens et aux consommateurs, c'est exactement ça la nouvelle équation sur laquelle nous devons tous travailler, quel que soit notre métier. Parce que c'est cette rationalisation et cette hybridation entre le monde de l'électron et le monde de l'atome que nous sommes en train de faire. Pour conclure sur GM, alors juste un mot sur le CES, c'est très intéressant parce que dans le temps, hein, avant 2019, il y avait un grand salon de l'automobile à Detroit qui se tenait en janvier. Mais comme la montée en puissance du CES sur l'automobile a été fulgurante, on y voit tous les grands acteurs mondiaux, les constructeurs automobiles américains ont jugé quand même plus prudent de déplacer le salon de Detroit au mois de juin. C'est vous dire que l'électrification, l'autonomisation de l'automobile, c'est un mouvement de fond qui bouleverse une industrie séculaire qui a commencé en 1890 et qui a connu en 2008-2009 sa plus grande crise. Mais à l'issue de cette crise, l'automobile est reparti sur des bases nouvelles. 2 chiffres. GM sera entièrement carbone free en 2040 sur l'ensemble de sa production. Sur l'ensemble de sa production. Pas les voitures, mais tout ce qui est utile pour les fabriquer. C'est absolument un engagement fort. Le deuxième élément, toute sa flotte en 2035 sera électrique ou électrifiée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme Legrand, ils vont faire comme Samsung. On ne va plus faire de la voiture chaque fois avec un prototype. Tout va être interopérable. Et ils ont inventé chez GM, ce que font d'ailleurs les autres constructeurs, 2 concepts simples. Tout ce qui est batterie, c'est un stack de batteries. On en met une, on en met 2, on en met 3 en fonction de la puissance requise. Ce sont les mêmes. Et elles communiquent sans fil. Donc, vous rajoutez un stack de batterie et vous avez de l'intelligence qui permet de délivrer la puissance. Ça s'appelle le concept Ultium. Toutes les voitures de GM vont être Ultium. Deuxième concept, elles sont Ultify. C'est-à-dire qu'elles sont dans une architecture électrique et électronique entièrement modulaire et interopérable, ce qui fait que toutes les voitures seront identiques dans leur architecture. Ce qui fera la différence, c'est le service rendu et le facteur de forme qui va évoluer, qui pourra être ou un petit utilitaire, ou une voiture de sport, ou un gros SUV. Et donc, vous voyez que tous les concepts dont on parle sur la maison, sur l'industrie 4.0, sur l'électronique grand public, s'appliquent désormais à l'industrie automobile. Vous imaginez que cette industrie, qui a été l'industrie des industries,
qui a fait la loi dans tous les domaines pendant plus d'un siècle, est obligé aujourd'hui de se conformer aux principes généraux qui animent l'industrie. Interopérabilité, neutralité carbone, électrification, parce que c'était le seul secteur qui avait résisté à l'électrification, alors qu'à l'origine, l'électricité était l'objectif des constructeurs automobiles. Et donc, on rentre dans un monde qui est cohérent, lisible, interopérable et manageable grâce à la maquette numérique et aux jumeaux numériques. Donc, tout ceci, ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est de l'intelligence qui prend forme. Ça va prendre 30 ans, mais on est dedans, tout le monde a compris, et c'est ça qu'il faut construire pour le bien commun, pour la qualité de la vie et de la santé des citoyens de la planète. Merci Jean-Pierre pour ce message tout à fait passionnant et qui porte plein d'espoir à cette révolution, cette rénovation complète de l'industrie automobile qui, tu as raison de le souligner, est une industrie majeure qui va certainement entraîner et être un facteur d'exemple pour d'autres. J'aimerais juste un mot, mais vraiment un mot, pour reboucler par rapport à notre sujet principal à la SBA, à l'IGNES, c'est quand même le bâtiment et la maison. Je pense que l'électrification de l'automobile est un facteur de rapprochement entre ces deux industries. Comment vois-tu les choses? Moi, il y a 2-3 ans, j'avais été frappé de voir que sur certains stands de fabricants automobiles, il y avait des bornes de recharge et des systèmes de smart home. Donc, il va y avoir aussi peut-être là un rapprochement, voire peut-être aussi des frictions entre deux industries pour savoir qui prend le contrôle de quoi. Un mot là-dessus, mais vraiment en synthèse, Jean-Pierre. Il est parti? Ouais, non, mais trois remarques brèves. La première idée, c'est que les bornes de recharge domiciliaires ou collectives seront bidirectionnelles. Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire que la batterie du véhicule servira à l'utilisation du courant dans les bâtiments et partout. Alors, Honda avait lancé ça, tu te souviens, sur l'hydrogène il y a quelques années, mais tout ceci était très provisoire. Alors, vous savez d'ailleurs qu'il y a un fournisseur qui fait ça extrêmement bien, c'est Tesla. Parce que Tesla, avec son unité de production de toiture solaire, son unité de production de batteries domiciliaires et évidemment sa division automobile, qui a fait 1 million de véhicules en 2021, Tesla est un pourvoyeur d'énergie. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est évidemment la mutualisation. C'est-à-dire que les bâtiments, les maisons individuelles, les immeubles vont devoir accueillir des quais d'entrée et de sortie pour la livraison par des véhicules automatiques. Et bien évidemment, ça ne sert à rien d'être à la maison lorsqu'on peut se faire livrer par un véhicule autonome. Alors, on va commencer en ville, hein, parce que c'est là où c'est quand même le plus facile, la logistique du dernier kilomètre. Donc, il faut concevoir ça. Il faut concevoir, et ça, c'est important. Et le troisième élément, c'est qu'il faut imaginer maintenant des routes intelligentes, c'est-à-dire des routes, c'est ce qu'on appelle le V2X, Vehicle to Everything. Les routes vont communiquer avec les véhicules de façon intelligente. Alibaba avait montré déjà des choses au CES. On aura une gestion intégrée des feux de circulation. On aura une maîtrise des flux de véhicules, de fret, mais aussi de vélos, très important, de trottinettes électriques et de piétons. Donc, la ville intelligente, c'est la somme et l'intégration de ces fonctions qui vont partir de l'élément le plus simple qui est le smartphone et qui vont se retrouver dans des systèmes complets de gestion d'un pâté de maison, d'un quartier et d'une ville. Et les plus avancés là-dedans, ce sont les Chinois. Je vous invite à lire cet excellent livre. Chinoise. Écrit par qui, Jean-Pierre? Un auteur très connu. Ce bouquin est intéressant parce qu'il explique tout ça, mais la Chine représente plus de 50% de la production mondiale de véhicules à nouvelle énergie, ce qu'ils appellent les NEV. Mais ce n'est pas que les véhicules,
c'est l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce témoignage. Donc le livre de Jean-Pierre Cornu, La voiture chinoise, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, ou Absolument. sur Internet, en tout cas sur Amazon. Si vous ne le trouvez peut-être, pas, volez-le, mais Amazon, il faut le parce que lire. tu as compris pourquoi Amazon est le roi, puisque c'est le roi de la livraison. Voilà. Voilà. Donc, Eh ben, ouais. merci beaucoup Jean-Pierre. Je voudrais, parce que je vois que l'heure avance, je voudrais revenir donc sur les questions qui ont été posées sur le Peut-être chat. un point, Oui, pour un rebondir point, quand Bruno. même, Tesla est membre de CSA et nous avons un groupe de travail pour faire parler la maison à la voiture. Ah, bah voilà. Donc, Voilà. amateur Donc, aussi dans, voilà. dans le véhicule, alors. Mateur peut-être. ou pas mateur, il n'y a pas que mateur dans la vie, mais il va y avoir de la communication entre les bâtiments, certainement via C'était ma amateur, question, oui. C'est... et avec les véhicules. Donc nous sûr. discutons, donc Tesla fait partie de l'organisation j'espère qu'on verra arriver d'autres fabricants automobiles assez rapidement, mais la voiture doit parler à la maison, la borne de recharge doit parler à la voiture et à la maison, et l'énergie doit être échangée entre les deux, et il faut que ça s'accorde. D'accord. Voilà. Absolument. C'était un peu le sens de ma question. C'est ça. Ouais. Alors pour revenir à Matter, on avait beaucoup de questions sur Matter par rapport à notre discussion tout à l'heure. Et alors je me fais le relais des questions sur le chat. Matter, la fin des autres protocoles Z-Wave et Notion. Alors là, il y a Emmanuel qui aura le droit de réponse tout à l'heure pour Notion, bien entendu. Sur la fin des autres protocoles, est-ce que c'est la fin des autres protocoles ou pas? Non. Alors, personne ne le sait. Hein. Faut élaborer. Non, mais bien sûr, non, mais personne ne le sait. Et aujourd'hui, personne ne peut avoir les prétentions de dire que le mien est le meilleur. C'est le marché qui décidera. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est une initiative qui est déjà aujourd'hui existante, qui s'appelle IP Bliss. Donc, c'est une organisation qui regroupe plusieurs standards, on va dire, dont CSA, mais aussi KNX et BACnet, OCF, et qui a pour but de promouvoir la convergence vers l'IP, que tout bâtiment, qu'il soit résidentiel ou pas. Ah, je suis perdu. Matter, IP Bliss, alors c'est quoi? Alors, en fait, c'est une initiative, en fait, qui regroupe ces organisations, comme CSA. Matter, c'est une technologie de CSA. Ça, c'est important. Matter, c'est pas une organisation. Matter, c'est une technologie. D'accord. Donc, c'est CSA qui travaille avec KNX, qui travaille avec BACnet, qui travaille avec OCF. Je pense que j'en oublie pas. Et qui ont pour but de dire, et Dali, je crois qu'ils sont présents aussi, l'idée, c'est de dire, voilà, le bâtiment va migrer vers l'IP. D'accord. Nous sommes tous présents dans le bâtiment. Il n'y en a pas un qui va sortir gagnant de tout ça. Enfin, peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans, nous verrons bien, mais en tout cas, nous devons travailler ensemble et collaborer ensemble et interopérer ensemble pour faire en sorte que le bâtiment, il soit interopérable, quel que soit le choix. Le meilleur système HVAC, par exemple, de climatisation, c'est peut-être un système qui fonctionne sur KNX. Alors, ce système qui fonctionne sous KNX doit avoir une solution pour interopérer avec un système qui fonctionnerait avec Matter. Et de la même façon, les objets qui sont promus par Notion, par exemple. Et le système batteryless de Notion, qui permet d'avoir des bâtiments, la sustainabilité, la fin des batteries, etc. D'autres solutions existent, mais nous travaillons ensemble et nous discutons pour faire en sorte que, effectivement, pour le grand public, on arrête de promouvoir des technologies et qu'on dise au grand public, ça marche. D'accord. Donc vous avez répondu à cette question. Il y a aussi une autre question qui était par rapport à KNX. Donc KNX fait également partie des discussions avec Matter, en fait. KNX fait partie qu'on appelle ça, de l'initiative IP Bliss, qui a pour but de promouvoir cette interopérabilité via le tronc commun ou le squelette du bâtiment qui sera basé sur l'IP demain. Et qui sera compatible avec Matter, alors. Il faudra travailler pour faire en sorte de rendre compatible tout ça. D'accord. Une question dans la salle. Ou une remarque. Oui. Démasque-toi. Juste le micro. Le micro pour que les gens sur le web puissent vous entendre. Il y a une question dans la salle, pardon. Non. Vous m'entendez là? Ils entendent sur le... Donc Patrick Simon, je suis le dirigeant de Panga, bientôt Alizeo. On travaille dans la partie R2S, donc sur tout ce qui est Smart Building et Smart Home. Moi, j'ai deux questions. J'ai une question technique et une question plutôt marché.
Tout à l'heure, vous avez dit, dans le cadre du CSA, qu'il y avait les grands GAFA qui étaient embarqués. Vous, en tant que le grand fabricant d'équipements pour la maison, quelles sont les craintes que vous avez par rapport à cette hégémonie qui pourrait potentiellement arriver, parce qu'ils sont déjà dans notre poche et ils sont déjà aussi dans notre salon? Comment vous allez contrer ça, en fait, si tant est qu'il y ait La question est de savoir si c'est nécessaire de les contrer. Moi, souvent, quand j'ai une question, quand cette question elle arrive, parce qu'elle arrive de façon récurrente, je dirais aujourd'hui, je suis un citoyen lambda, j'ai cassé mon interrupteur à la maison, je vais dans une grande surface de bricolage acheter un interrupteur. Je peux acheter celui qui vient de Chine et qui coûte 3 francs 6 sous, si je parle encore en francs, pourtant je suis jeune, mais 3 euros 6 sous. Ou bien je peux acheter un qui soit beaucoup plus intégré dans mon logement, etc. Et je me pose pas la question de savoir si ça va marcher, parce que ça marche, parce que le standard il est là, il existe. Donc la compétition entre, on va dire, les solutions low cost qui peuvent venir alors, tout le monde parle, ouais, on va se faire envahir par des produits chinois par exemple, ou on va se faire envahir, on va devenir des commodities des GAFA. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec une prise de courant, un interrupteur? Voilà. Donc il y a plein de concurrents, il y a plein de solutions pas chères, et quelque part la bataille, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut nous amener à arrêter de se battre sur des technologies et de revenir à ce qui fait la force d'une marque, le look, le prix, la qualité, l'image de marque effectivement que ça va pouvoir représenter. Alors, j'avais une deuxième question qui était plus orientée technique. Mater, c'est des couches applicatives, hein, c'est pas un protocole au sens strict du terme. Aujourd'hui, il s'appuie essentiellement sur le thread. Le thread, ça fait longtemps que ça existe, et on a vu que le thread n'a pas percé. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que Mater plus le thread percerait au regard de tous les éléments que vous avez déjà apportés? Alors, une réponse rapide, parce qu'il est 7h moins 10 et j'aimerais passer la parole pour la conclusion à Emmanuel. Donc vraiment rapide la réponse. Sinon, on répondra au cocktail. Alors déjà, l'organisation SFRED et CSA, nous avons une liaison pour collaborer ensemble. Mater fonctionnera au lancement sur 2 couches transport IP principales qui sont SFRED et Wi-Fi. On n'en parle jamais, mais il y a beaucoup de fabricants qui vont implémenter du Mater sur Wi-Fi, parce que Zigbee tel qu'il existe aujourd'hui leur convient très bien. Et il y aura le bridge pour faire l'interaction. Donc d'autres arrivent en disant non, moi je vais faire que de l'IP, donc je vais faire ça sur Thread. Donc le marché décidera. Encore une fois, c'est le marché qui va décider, mais effectivement, The Thread Group avait besoin d'une couche applicative qui soit peut-être un petit peu plus, sélectionnée par les fabricants que des solutions propriétaires, puisque Thread Group, c'est uniquement la couche transport qui est proposée, il n'y a pas la couche applicative. Donc sur Thread, peut fonctionner du KNX, il y a plein de solutions différentes, mais principalement KNX aujourd'hui qui est porté. Très bien, merci. Je propose qu'on demande à Emmanuel de nous rejoindre pour la conclusion, parce qu'il est moins 10, et c'est la règle dans les visioconférences, on commence à l'heure, on termine à l'heure. Donc Emmanuel, tu as le droit de répondre sur EnOcean aussi, et puis globalement, plus généralement, la perspective sur tout ça. Écoutez, merci. Vous m'entendez? Oui, mais on ne te voit pas, alors ce serait bien que tu viennes au milieu. Bien. Voilà. Je me mets là. Voilà. Merci Anne-Sophie pour cette invitation. Merci François-Xavier également d'avoir organisé cette soirée très, très intéressante, très instructive. Et merci à ceux qui ont participé. Jean-Pierre l'a dit, tout s'accélère et on est rentré dans une mutation de société du fait du numérique, une mutation qu'on appelle civilisationnelle. Et je pense qu'on a le droit de peser nos mots, c'est une mutation civilisationnelle. Et c'est important. C'est important parce que tout à l'heure, tu as fait une allusion au candidat à la présidence, mais c'est vrai que ce mot changement de civilisation n'est malheureusement pas aujourd'hui dans les bouches dans les débats, on va dire. Et ça nous impacte tous en tant que citoyens. On voit qu'en fait, on va vers un monde connecté, hyper connecté, où tous les objets, tout interagira en temps réel, et on va vers un monde hybride. Tu l'as dit, Jean-Pierre, et il faut le répéter. Et pour arriver à ça, bien entendu,
un point important, c'est l'interopérabilité. C'est pour ça que la SBA est née. L'interopérabilité et l'interchangeabilité qui est une conséquence de l'interopérabilité. Et aujourd'hui, je souligne un fait, c'est qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix pour plusieurs raisons. Il y a un problème de ressources. Donc, on peut plus effectivement avoir une approche en silo. On l'a vu en 2021, on le voit encore aujourd'hui. Les délais sur les composants électroniques sont de l'ordre de 40 semaines sur certains. Donc, on voit bien qu'en fait, on a un problème de métaux, de terre, de logistique également. Donc, en fait, il faut aller vers cette mutualisation dont on a parlé. On a un problème aussi de CO2. Donc, il faut aller vers cette mutualisation. Et puis, il y a aussi un enjeu économique, même social. Donc, en fait, on doit aller vers plus de services pour un plus grand nombre. Et ça, cette réponse, c'est grâce à l'interopérabilité, grâce à la mutualisation. Et c'est une réponse aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Ensuite, pour aller vers cela, eh bien, on voit qu'on change de modèle. On passe d'un modèle plutôt CAPEX, où on était effectivement intéressé de vendre un produit, de faire de la marge sur ce produit, et puis c'était tout. Et on passe plus vers un modèle OPEX, comme tu l'as dit, David, as a service. Et en fait, la marge, le chiffre d'affaires, le revenu est beaucoup plus sur le service que sur le produit, sur le software plus que sur le hardware. Et c'est un vrai changement de modèle. Et on voit par exemple Tesla aujourd'hui qui n'est plus un vendeur de voitures quelque part, il est un prestataire de mobilité ou un vendeur de mobilité. Et dans la mobilité, d'ailleurs, il intègre l'assurance. Oui. Et là, quelque part, on voit qu'on parle de mobility as a service avec un package global. Et la question, c'est what's next? What's next? Par exemple, le bâtiment. Parce qu'on parle de carbone, mais effectivement, le bâtiment, c'est le premier porteur, enfin le premier émetteur de CO2. Et donc, on va certainement aller vers aussi un bâtiment as a service, ou plutôt space as a service, avec effectivement tous les services, toutes les prestations qui seront intégrées. Et je pense que c'est un vrai changement aussi dans les modèles, dans les modèles qui arrivent. Hein. Et c'est vrai que c'est un enjeu pour tous les acteurs de la chaîne de valeur qui doivent se repositionner sur cette chaîne de valeur. Et ça va aller assez rapidement, on le voit, avec maintenant on parle de métavers, on parle de jumeaux numériques, et on voit bien qu'en fait tout ça, ça va se passer également dans le monde virtuel, dans ce jumeau numérique, pour interagir en temps réel sur le monde physique. Enfin, pour conclure, n'oublions pas qu'au centre, il y a le citoyen, nous, qui sommes les usagers, et il y a un enjeu ultime que je souligne, qui est la donnée. L'accès à la donnée, la sécurité des données et la confidentialité des données. Et donc là, aujourd'hui, si on parle technologie, comme l'a dit David, comme tous, on en a parlé, Jean-Pierre, il ne faut pas oublier cet enjeu éthique autour du numérique qui est non moins important et dont on doit tous s'emparer. Merci. Merci Emmanuel, merci Anne-Sophie, merci David, merci Bruno, merci Jean-Pierre qui était à distance. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est la fin de notre webinaire, de notre conférence. Je vous remercie d'y avoir assisté. Je pense qu'elle sera disponible en replay sur nos sites respectifs, j'imagine, pour ceux qui voudraient revoir quelques moments de ces échanges. Et écoutez, nous vous donnons rendez-vous pour de prochains after-work, de prochains séminaires. Et merci encore une fois à toutes. Désolé pour ceux qui sont en ligne, on ne pourra pas partager le verre de l'amitié avec vous, mais le cœur y est et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.